rentrer les gens. Qu'est-ce que ça vous met quand j'appuie sur le bouton record? Il faut agree ou disagree? Alors voilà, il faut cliquer Got it. Got it. Et il n'y a pas Donc je suis. Là, c'est ce que j'ai vu cette fois-ci, donc je pense que c'est comme ça, normalement. Je D'accord. vais dire c'est venu tellement, j'ai appuyé, mais il y a une autre option normalement où c'est dit je suis pas d'accord, enfin ou quelque chose Ah comme oui, ça. Je sais pas. d'accord. Je me demandais ça, oui. Bon, très Ouais. bien. C'est bon à savoir. Donc là, on est déjà enregistré. Enfin, vous pourrez couper, mais je veux dire, c'est d'accord. Oui, ce sera édité et coupé au montage. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Eric. Bonjour Bonjour Sonia. Mike. Mhm. Bonsoir, je veux dire. Ou plutôt bonsoir, oui, c'est vrai. Bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir, bienvenue. Alors, j'entends des bruits de fond. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter la radio. Ah, ça y est. Ou en train de cuisiner, peut-être. Il est 16 heures. Alors, bonsoir. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cette présentation consacrée à Rosa Bonheur. Merci Eric de présenter ce cycle, cette deuxième volet du cycle des femmes et la force de leur pinceau. Donc ce soir, nous allons, comme je le disais, écouter Eric parler sur la vie de Rosa Bonheur. Et la présentation va durer environ 50 minutes. 50-55 minutes. On laissera de la place aux commentaires, aux suggestions ou aux questions si vous en avez. Voilà, donc je vais mettre Eric en spotlight pour que tout le monde le voit bien et l'entende bien. Je me permets de mute tout le monde pour éviter de parasiter la présentation puisqu'elle est sans interruption jusqu'à la fin. Si vous avez des questions que vous avez peur d'oublier, mettez-les dans le chat. Et je vais demander gentiment à tout le monde de rester mute pour la durée de la présentation. Merci Eric, je vous laisse la parole. Entendu. Merci Sonia. Merci à l'Alliance française de nous accueillir, comme toujours. Et donc, aujourd'hui, ça va être la deuxième présentation de cette série, Les femmes peintres, à la force du pinceau. Donc, il y a 6 semaines environ, j'avais eu l'occasion de vous parler de Vigée Lebrun. Et aujourd'hui, on avance un petit peu dans le temps et je vais parler de Rosa Bonheur. Alors, Marie-Rosalie Bonheur, c'est son nom, voit le jour à Bordeaux le 16 mars 1822. Alors, sa mère la surnomme Rosa. Alors, une fois peintre, elle va conserver ce prénom. Elle sera donc mondialement connue sous le nom de Rosa Bonheur. Alors, la mère de Rosa, Sophie Marquis, a des origines mystérieuses. Elle est née à Altona, près d'Hambourg, sans que l'on connaisse ses parents. Un riche commerçant bordelais, Jean-Baptiste Dublanc de la Haye, devient son tuteur. Il va lui offrir une solide éducation bourgeoise. Sophie adore l'histoire et elle apprend le dessin, mais c'est surtout dans le chant et la musique qu'elle se distingue et elle sera d'ailleurs plus tard professeure de piano. Alors en 1820, Sophie tombe amoureuse de son jeune professeur de dessin, Raymond Bonheur. Alors l'art va les rapprocher. Raymond est un portraitiste et paysagiste bordelais. Alors, il ne parvient pas à vivre de la vente de ses toiles. Il enseigne donc afin d'augmenter ses revenus.
À 25 et 24 ans, Raymond et Sophie se marient. Nous sommes en mai 1821. Ils s'installent alors à Bordeaux chez Pépé et Mémé, c'est-à-dire chez les grands-parents maternels de Rosa. Alors Rosa naît un an plus tard, c'est l'aînée de 4 enfants. Alors elle a 2 frères, le premier, Auguste, qui devient peintre animalier, comme sa sœur, mais il ne connaîtra jamais le succès de Rosa. Un second frère, Isidore, sera sculpteur, il en vivra bien d'ailleurs. Rosa a aussi une sœur, la plus jeune de la fratrie, il s'agit de Juliette. Alors elle aussi sera peintre animalière. Alors l'anthropologue britannique Francis Galton, qui est un cousin de Darwin, va d'ailleurs s'intéresser à cette fratrie d'artistes. Dans son livre « Le génie héréditaire », il utilise l'exemple des bonheurs afin d'appuyer sa théorie de la transmission génétique du talent. 2 parents artistes, dont le mélange des gènes produit 4 enfants, tous artistes, eux aussi. Alors, Monsieur Dublanc de La Haye veille sur Sophie Bonheur et sa famille. Pour Rosa, Dublanc remplit le rôle d'un généreux grand-père. Elle passe tous ses étés et ses vacances chez lui, au château de Grimont, qui se situe à 15 km environ de Bordeaux. Alors pour elle, le domaine de Grimont est un terrain de jeu extraordinaire. La propriété est entourée de pâturages, d'étables et de fermes. Alors très tôt, elle manifeste un amour pour les animaux. Sa petite enfance est donc heureuse et sans soucis matériels. Alors de là, les anges de Rosa dans sa vie future. Elle sera autant à son aise dans les châteaux et les salons mondains que dans les champs avec les paysans. Mais ses peintures, nous le verrons, seront essentiellement pastorales. Alors Rosa est une élève plutôt indisciplinée. À 5 ans, elle refuse d'apprendre à lire. Alors, sa mère, Sophie, parvient cependant à lui enseigner l'alphabet grâce aux animaux. À côté de chaque lettre, elle lui fait dessiner un animal qui lui correspond. Et c'est ainsi que Rosa va finalement commencer à lire. Alors pendant ce temps, Raymond, le père de Rosa, n'est pas satisfait de sa vie à Bordeaux. Il a du mal à trouver des clients pour ses toiles et il n'a pas assez d'étudiants. Il décide alors de quitter l'Aquitaine pour s'installer à Paris. Alors il espère y trouver une clientèle bien plus large et surtout plus aisée. Et en 1828, il part seul pour la capitale, préparant la venue de sa femme et de ses 4 enfants. À Paris, Raymond rencontre le naturaliste Geoffroy de Saint-Hilaire, professeur de zoologie à la faculté des sciences. Saint-Hilaire va employer les services de Raymond. Il devient ainsi un dessinateur anatomiste. Il illustre les ouvrages de Saint-Hilaire d'un grand nombre de planches d'histoire naturelle. Alors, ayant accumulé assez d'argent, Raymond fait venir à Paris sa famille en 1829. Rosa a 7 ans. Alors après un long voyage de 2 jours et de 3 nuits en diligence, toute la famille Bonheur est de nouveau réunie. Mais pour Rosa, c'est la fin de l'enfance heureuse et insouciante.
Elle va désormais vivre dans un quartier populaire, rue Saint-Antoine. La nature lui manque et elle déteste cette ville bruyante et ses odeurs. Leur appartement est petit, situé dans une vieille bâtisse du XVIIe siècle. En fait, la seule chose qui plaise à la petite Rosa, c'est l'enseigne du boucher qui habite en face de chez eux. Et chaque matin, au lever du jour, elle admire un sanglier peint sur bois qu'elle trouve magnifique. Un an après l'installation de la famille Bonheur à Paris, Monsieur Dublanc de la Haye tombe gravement malade. Alors il est marié, il est père d'un fils, Hippolyte, mais il souhaite voir Sophie sur son lit de mort. Elle se précipite à Bordeaux. Il lui avoue alors qu'il est en fait son véritable père, mais il ne révèle pas le nom de son ancienne maîtresse, qu'il dit être de sang royal. Alors hélas, sans preuve de filiation, la mère de Rosa ne peut plus compter sur l'argent de son défunt père. La famille Bonheur s'enfonce donc dans la pauvreté, d'autant que Raymond ne travaille que très peu. Il se perd désormais dans un mouvement chrétien utopiste, le saint-simonisme. Alors, le saint-simonisme est un courant religieux progressiste et social. Alors, il est fondé par le comte de Saint-Simon, qui s'est battu en Amérique aux côtés du marquis de Lafayette. Lors de cette expérience, le comte ramène en France un idéal de liberté. Les saint-simoniens prêchent que le progrès humain ne peut être guidé que par la science et l'industrie. Ils croient notamment en l'égalité des races et des sexes. Raymond Bonheur adhère totalement à cet idéal. Hélas, en 1832, il suit une branche dissidente du saint-simonisme. Un prêtre du nom de Lanfrantin, excentrique et mystique, crée une secte et un couvent laïque. Ses adeptes l'y rejoignent. Raymond Bonheur, totalement à la dérive, vit désormais dans un monde parallèle. Il abandonne ainsi sa femme et ses 4 enfants. Dans ce couvent laïque, il pratique l'amour libre, c'est-à-dire l'échangisme sexuel, ultime aboutissement, selon le gourou de la secte, de l'égalité et du partage. Alors Madame Bonheur et ses enfants se retrouvent donc plongés dans une grande détresse. Alors que Monsieur Bonheur s'égare dans son expérience mystique, Sophie doit survivre. Elle donne des leçons de musique le jour et fait de la couture la nuit. Traumatisée par cette expérience, épuisée par le travail, Sophie Bonheur s'éteint seule auprès de ses 4 enfants au printemps 1833. Désargentée, elle est enterrée dans une fosse commune sans que Raymond n'intervienne. Pour Rosa, 11 ans, qui voue un amour tout entier à sa mère, c'est un véritable drame. Alors ce traumatisme va hanter Rosa toute sa vie. Elle comprend vite la condition des femmes de son temps soumises à leur mari. Elle se promet que jamais elle ne sera traitée par un homme comme le fut sa mère. Et c'est dans cette épreuve que se forge sa volonté
et son idéal d'indépendance. Elle veut réussir dans la vie et prouver que la femme est l'égale de l'homme. À la mort de sa mère, Rosa se retrouve seule à Paris avec son père, enfin de retour au foyer. Alors, son expérience saint-simonienne a conduit, comme nous l'avons vu, la famille à la ruine. Les deux frères de Rosa sont envoyés en pension, sa jeune sœur chez une nourrice à Bordeaux. Et comble de malheur, Raymond, aveugle aux dispositions artistiques de sa fille, veut en faire une couturière. Il pense qu'elle pourra ainsi ramener de l'argent au foyer. Mais Rosa, qui aspire déjà à devenir peintre, se rebelle. Elle ne fait que 12 jours d'apprentissage chez une couturière. Puis elle convainc son père d'interrompre cette expérience. Alors, pour gagner un peu d'argent, elle colorie désormais des blasons héraldiques dans le petit atelier d'un ami de son père. Et très vite, ses dons artistiques se révèlent. Alors, il faut que Rosa ait 12 ans pour que son père commence à voir en sa fille une future peintre. Raymond Bonheur sera son premier et son dernier maître. Elle ne suivra de cours chez nul autre peintre. Raymond lui enseigne la peinture réaliste de l'école de David, mais surtout, il apprend à sa fille le dessin. Le dessin, la matrice de son éducation artistique. Rosa le clamera d'ailleurs toute sa vie, je cite, « Seule la pratique régulière du dessin fait un bon peintre ». À 14 ans, elle s'inscrit comme copiste au musée du Louvre. En effet, l'école des beaux-arts est interdite aux femmes. À cet égard, le 19e siècle est bien plus dur pour les femmes que ne le fut le 18e. Au Louvre, Rosa se met à reproduire les tableaux des vieux maîtres. Mais ce qui l'attire surtout, ce sont les peintures animalières, chevaux, vaches, taureaux, chèvres et moutons. Rapidement, on la remarque pour la qualité de ses copies. Elle commence à vendre ses reproductions. Grâce à son talent, c'est elle désormais qui subvient aux besoins de la famille Bonheur. En 1836, Rosa fait une rencontre fondamentale, Nathalie Micasse. Nathalie, 12 ans, est la fille d'un typographe. Un jour, il pousse la porte de l'atelier de Raymond Bonheur, à qui il veut commander un portrait de sa fille. C'est ainsi que les deux jeunes adolescentes font connaissance. Rosa est tout de suite frappée par la ressemblance de Nathalie avec Sophie, sa mère défunte. Une amitié fusionnelle va alors les lier. Elle sera à l'origine d'un long compagnonnage. Alors nous voilà en 1838. Rosa a 16 ans. C'est une belle jeune femme de petite taille, 1,60 m, avec des yeux très expressifs qui impressionnent ceux qui la côtoient. Elle vit désormais avec son père, faubourg du Roule, non loin du Louvre.
Leur situation financière s'est améliorée, mais elle vit toujours dans une certaine frugalité. Son déjeuner se compose souvent d'un petit pain, de pommes de terre frites achetées dans un baraquement et d'eau prise dans une fontaine de la ville. Grâce aux relations de M. Bonheur, Rosa va rencontrer le père Félicité de la Menée. Alors, c'est un ami de l'écrivaine George Sand. Ce prêtre, théologien et philosophe, est un ardent défenseur du catholicisme social. Sand dira d'ailleurs de lui, « Nous le comptons parmi nos saints, il est le père de notre Église nouvelle. » Alors, certaines théories du prêtre sont contraires aux enseignements de l'Église. Il professe, par exemple, que les animaux ont une âme. Alors, cette idée enthousiasme très vite Rosa, car, comme George Sand, elle partage l'amour des bêtes, le respect de la campagne profonde et des terroirs. Et ces tableaux semblent tous crier cette vérité essentielle: l'animal est un être précieux à qui Dieu a fait le don d'une âme. Elle affirme, l'homme ne comprend pas toujours les bêtes, mais les bêtes, elles, comprennent les hommes. Pourtant, Rosa ne sombre jamais dans la mièvrerie et encore moins dans la préciosité. Elle souhaite peindre les animaux dans leur environnement dans un réalisme cru. Et c'est à ce titre qu'elle devient, sans le savoir, la pionnière d'un mouvement de peinture que l'on nommera le naturalisme. Elle s'attache à peindre la réalité, le naturel brut et intact de la bête. Et bientôt, grâce à sa minutie, à sa maîtrise du pinceau, à sa vélocité, elle va sublimer l'art animalier. Alors, c'est à 19 ans que Rosa expose pour la première fois. En effet, elle est admise au Salon de peinture et de sculpture de Paris. Alors, c'est un privilège que recherche tout artiste, car le salon est depuis le XVIIe siècle le lieu où peintres et sculpteurs rêvent de notoriété. Alors, elle concourt avec un tableau représentant deux lapins et des légumes. Alors, il faut bien l'avouer, son tableau passe inaperçu. Mais si elle n'obtient pas encore de prix, être admise au salon est déjà pour elle une première victoire. Alors Rosa, nous l'avons compris, prend son art très au sérieux. Elle broie ses propres couleurs. C'est une perfectionniste. Elle le dit d'ailleurs, « Je serai la Vigée Lebrun de l'art animalier ». Très vite, elle va se mettre à visiter les marchés à bestiaux de Paris. Alors que tout jeune peintre français rêve de sillonner l'Italie pour se remplir d'images et visiter les musées, Rosa, elle, passe des heures sans fin dans les abattoirs de Paris. Elle se lance même dans des travaux de dissection. C'est ainsi qu'elle étudie l'anatomie, dessinant la masse musculaire et l'ossature des animaux. Elle ne les connaît donc pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Sur les marchés et dans les abattoirs,
elle crayonne. Elle fait d'innombrables croquis et études qu'elle conserve précieusement. Puis le soir, elle manie la terre glaise. Une fois ces animaux modelés, elle étudie l'ombre, la lumière, sur leur contour et leur relief. Alors, il ne faut pas se tromper. Ces modèles de glaise sont en fait de véritables sculptures. Ce sont de vraies œuvres d'art qui, aujourd'hui encore, interpellent les spécialistes par leur précision. Mais ce qui intéresse vraiment Rosa, c'est la peinture. C'est surtout pour mieux représenter les animaux sur la toile qu'elle modèle et qu'elle sculpte. Dans les marchés à chevaux de Paris et les abattoirs sont des lieux, il faut bien le dire, souvent sordides. Sur les marchés se mêlent la boue et les excréments des animaux. Dans les abattoirs, c'est un amas de tripes et de sang. Rosa obtient alors, de la part de la préfecture de Paris, ce que l'on appelle à l'époque une autorisation de travestissement. Elle peut donc quitter ses robes et porter des pantalons, ce qui est normalement interdit aux femmes à l'époque. Alors ce n'est pas un acte féministe militant de sa part, c'est tout simplement une nécessité professionnelle. Le pantalon est pour elle un véritable outil de travail. En 1842, Raymond Bonheur se remarie 9 ans après le décès de sa femme Sophie. Il épouse Marie Picard, veuve Pérol. Elle a 17 ans de moins que lui. Rosa, qui vit toujours dans la dévotion de sa mère défunte, est en conflit constant avec la nouvelle épouse de son père. La cohabitation devient difficile pour les deux femmes. Cependant, ce remariage présente un avantage. Il est l'occasion d'un déménagement à la plaine Monceau. À l'époque, la plaine Monceau, c'est une véritable campagne pleine de fermes. Rosa quitte alors la ville et redécouvre son paradis perdu, rempli de moutons, de chèvres, vaches et chevaux. En 1845, Rosa est de nouveau invitée au salon. Cette fois, à 23 ans, elle remporte sa première médaille de bronze dans la section paysages et animaux. Le célèbre critique Émile Cantrell dira à son propos: « Elle fait chanter l'arbre et parler éloquemment la bête, l'herbe et le nuage. C'est là le langage passionné et harmonieux de l'art de Mademoiselle Bonheur. » Puis, en 1848, c'est la consécration. Alors, la monarchie vient de céder la place à la République, un vent de liberté souffle sur le pays, et Rosa obtient la médaille d'or pour son tableau « Bœufs et taureaux, race du Cantal ». À 26 ans, cette reconnaissance lui permet d'obtenir une première commande d'État. Il s'agit d'un tableau agraire, labourage nivernais. Alors, cette huile sur toile représente des laboureurs dans leurs champs avec leurs bœufs. Alors, si le visage des hommes reste volontairement flou, l'expression
des bêtes, elle, est tout à fait saisissante. Et l'État va lui payer la somme de 20 000 francs or pour ce tableau, soit l'équivalent aujourd'hui de 60 000 euros. À 26 ans, c'est son premier chef-d'œuvre. Elle hisse la peinture animalière au rang de la peinture d'histoire, considérée comme la plus noble à l'époque. Alors à l'origine, le labourage nivernais est destiné au musée de Lyon, mais la réception du public est telle à Paris qu'on décide d'installer la toile dans la capitale, au musée du Luxembourg. La réputation de Rosa Bonheur est désormais bien installée. Elle entre dans la cour des grands. Alors qu'elle triomphe à 27 ans, Raymond Bonheur et sa femme ont un fils. Il s'appelle Germain et il deviendra peintre lui aussi. Alors Rosa, maintenant à l'étroit chez son père, décide d'ouvrir son propre atelier à Paris, rue de l'Ouest. Elle y retrouve sa fidèle compagne, Nathalie Micasse. Nathalie est attentive, prévenante et surtout extrêmement organisée. Elle va porter le poids de toute la charge mentale de Rosa. Ainsi, elle lui laisse le pouvoir de créer librement sans se préoccuper du quotidien. Nathalie assure donc l'intendance. Elle sert les repas de Rosa dans son atelier, elle prépare ses pinceaux, ses couleurs, elle l'assiste dans la préparation de ses toiles, elle répond même à ses courriers. Et c'est grâce à la sollicitude de Nathalie que Rosa va pouvoir véritablement se révéler. En 1849, le père de Rosa décède. Il n'a que 53 ans. Rosa décide alors de quitter le foyer familial. Elle s'installe à Paris, chez les Micasse, qui la recueillent. Rosa et Nathalie ne vont plus jamais se quitter. C'est le début de 50 ans de vie commune. Alors, quelques années plus tard, en 1853, Rosa produit une œuvre majeure, le Marché aux chevaux. Elle va définitivement s'installer parmi les maîtres de la peinture française. Elle exécute à l'huile ce tableau de grande dimension, 2,5 mètres de haut sur 5 mètres de long. On y voit une scène de foire où se négocient les chevaux de la race des percherons. Alors, pour réussir cette œuvre, Rosa se rend 2 fois par semaine sur le marché aux chevaux de la capitale, et cela durant 18 mois. Les critiques estiment, je cite, que mademoiselle Rosa Bonheur a fait plus qu'un bon tableau. Elle a fait une œuvre qui restera et que se disputeront les musées et les cabinets des grands amateurs. En 1855, elle expose ce tableau à l'exposition universelle de Paris. Le fameux galeriste belge Ernest Gambard, qui travaille à Londres, achète le marché aux chevaux. La somme est énorme, 40 000 francs or. C'est 4 fois plus que ce qu'elle en avait espéré. Mais Gambard a un sens aigu des affaires.
il sait bien que jamais on n'a peint avec autant de justesse les chevaux depuis le grand maître Géricault. Rosa, véritable virtuose, maîtrise comme personne la science du mouvement et de la forme. Et à cette époque, aucun autre artiste français ne peut l'égaler. Gambart va faire voyager la toile, Rosa et Nathalie, à travers l'Europe. L'Angleterre, où Gambart possède une galerie, réserve à Rosa un accueil triomphal. Adorée de la presse, elle devient vite une véritable icône. À Londres, Gambart présente Rosa à Charles Eastake, président de l'Académie royale, mais aussi à Edwin Landseer, le fameux peintre animalier britannique. L'admiration des deux artistes est mutuelle. Landseer va d'ailleurs la demander en mariage 2 ans plus tard, ce qu'elle va refuser. Ils vont toutefois correspondre pendant 18 ans, jusqu'à la mort de Landseer en 1873. Alors malgré la séparation géographique, une véritable complicité va lier les deux artistes. Alors après l'Angleterre, Rosa visite l'Écosse. Elle se rend dans la région de Greenock. Elle est admirative devant l'authenticité et l'aspect rustique des lieux. Alors bien plus que les réceptions ou l'architecture, ce qui l'intéresse, ce sont les troupeaux de taureaux sauvages. Elle prend des notes, elle fait nombre de croquis. Et à son retour en France, elle se met à peindre des tableaux de voyage. Par exemple, la célèbre toile Mornings in the Islands, représentant un troupeau de taureaux sauvages. Gambart déclare enthousiaste que Rosa a rapporté de son voyage pour 20 ans de travail à travers toutes les études qu'elle a faites, qu'elle a dessinées en Écosse. Mais Gambart voit loin. Il compte maintenant faire connaître Rosa aux États-Unis. Ainsi, il fait voyager sa toile, le marché aux chevaux, en Amérique. Elle est acquise par un millionnaire new-yorkais, Cornelius Vanderbilt. Il l'achète à Gambart 260 000 francs or, un prix effarant, environ 6 fois ce que Gambart avait payé. Et c'était déjà un prix énorme à l'époque. Alors l'œuvre se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art. À 35 ans, Rosa devient une véritable vedette outre-Atlantique. On fabrique même une poupée qui la représente et que s'arrachent toutes les petites filles de la bonne société américaine. Alors, à partir de 1856 et jusqu'en 1867, Rosa ne va plus exposer à Paris. Dans la capitale, on lui en veut beaucoup. Désormais, sa renommée est telle qu'elle vend tous ses tableaux avant même de pouvoir les exposer. Et sa carrière se déroule en dehors des courants artistiques de son temps. Elle ne suit pas les vagues successives du romantisme et encore moins de l'impressionnisme. Il y a chez Rosa une trajectoire harmonieuse que ni les modes ni les courants ne parviennent à altérer. Les modernistes vont d'ailleurs violemment s'attaquer à elle.
Paul Cézanne, par exemple, déclare ne voir en Rosa qu'un sous-ordre dans le domaine de la peinture. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du labourage nivernais, œuvre phare de Rosa, il déclare avec dédain « c'est horriblement ressemblant ». Alors pour l'avant-garde, Rosa est en fait une sorte d'écho d'un autre âge. Mais ce mépris, cette condescendance envers l'art naturaliste de Rosa ne l'affecte pas. Tout comme George Sand, elle aime son vieux monde paysan et ses bêtes. Contrairement aux artistes bohèmes qui vont vivre la nuit à Montmartre, écument les bars et les maisons closes, Rosa, elle, est une terrienne et elle travaille les pieds dans la boue. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'elle préfère parfois, à juste titre, la présence des animaux à celle des hommes. Alors, ce que certains reprochent à Rosa, c'est aussi sa farouche indépendance. Des rumeurs courent. On accuse Rosa et Nathalie d'être lesbiennes. N'avait-elle pas dit un jour « Je n'ai pas de tendresse pour le sexe fort, sinon une franche amitié pour ceux qui ont mon estime ». Soit, mais cela ne prouve rien évidemment. D'autant qu'elle affirme, je cite, « Je suis restée pure ». Elle déclare d'ailleurs « Je suis une Vestale qui ne se consacre qu'à son art ». Vestale, donc, une femme, supposément, de parfaite chasteté. Durant les 50 années de vie commune qui vont unir Rosa et Nathalie, elle ne parle que de compagnonnage. Elle qualifie les rumeurs, je cite, de sottes histoires. Ceux qui pensent à cela n'ont rien compris, dit-elle. Et à la fin de sa vie, alors qu'elle rédige ses mémoires, Rosa Bonheur écrit à sa biographe, Anna Klumke, « Je vous dirai tout, je ne vous cacherai rien. Je ferai comme la dévote devant son confesseur. » Et dans sa biographie, rien n'apparaît dans l'ordre des sentiments et de l'intimité, sinon une amitié profonde entre Rosa et Nathalie. En 1859, Rosa achète le château de By, un vieux domaine seigneurial du XVe siècle, qu'elle paye 50 000 francs, pour elle, le prix d'une bonne toile. Alors c'est une magnifique demeure de 4 hectares. En fait, Rosa souhaite fuir Paris. Elle recherche la tranquillité afin de poursuivre son œuvre. Elle s'installe donc dans le hameau de Thomery, aux abords de la forêt de Fontainebleau. À 37 ans, elle est au faîte de sa gloire. Nathalie vient également habiter le château avec sa mère. Elle le surnomme le domaine de la parfaite amitié. Alors très vite, Rosa fait construire un vaste atelier contre le château. Et pour cela, elle fait appel à un architecte célèbre, Jules Saulnier. Mais plus qu'un atelier, le nouveau bâtiment est en fait une véritable œuvre architecturale néo-gothique, en briques rouges et à colombages. Rosa trouve enfin le calme, l'espace et la lumière dont elle rêve depuis toujours.
Alors, dans son nouveau domaine, elle aménage aussi des enclos pour ses animaux. En fait, elle possède une véritable ménagerie de plus de 200 spécimens. Certains vivent en liberté dans le parc du château. Elle possède un lion et une lionne qu'on lui a offert, gazelles, cerfs, chevreuils et sangliers, moutons sauvages et de nombreux chevaux, mais aussi mouflons d'Islande, yaks de Tartarie, aigles, perroquets, tortues, lézards, furets et marmottes. Tous deviennent des modèles potentiels. Elle vit au milieu de ces animaux. Une grande complicité se développe entre elle et les bêtes, à tel point qu'elle peut les prendre et les peindre sans qu'ils ne fassent attention à elle. On voit d'ailleurs des photos de Rosa allongée à côté de sa lionne. Elle est donc capable de représenter dans leur vérité pure les animaux. Et lorsqu'ils meurent, elle fait appel à des taxidermistes locaux. Son château se remplit petit à petit d'animaux empaillés. En 1864, l'impératrice Eugénie rend une visite surprise à Rosa au château de By. Elle découvre alors avec émerveillement l'atelier de l'artiste. Eugénie l'invite à déjeuner au château de Fontainebleau où réside l'empereur Napoléon III. Alors, Rosa, qui ne dédaigne pas les honneurs, est placée à table à la droite même de l'empereur, un signe suprême de reconnaissance. Un an plus tard, l'impératrice revient au château. Là encore, Rosa ne s'attend pas à sa visite. Elle est en fait dans son parc, en train de peindre un cerf, quand elle entend le bruit d'un carrosse. Eugénie vient lui remettre en personne les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Rosa Bonheur est la première artiste française qui accède à cette distinction. Et l'impératrice déclare « Je veux, par cet acte, montrer qu'à mes yeux, le génie n'a pas de sexe. » Et la même année, pour couronner le tout, Ferdinand Maximilien de Habsbourg-Lorraine, empereur du Mexique, lui octroie la croix San Carlos. En 1867, Rosa décide de faire son grand retour dans les salons. Voilà 12 ans qu'elle n'expose plus en France. Elle profite ainsi de l'exposition universelle afin d'y présenter une dizaine de tableaux. Mais elle n'obtient qu'une seule médaille de 2e classe. C'est un véritable affront. En fait, la France lui reproche de n'avoir plus exposé au salon depuis 12 ans. Certains l'appellent d'ailleurs avec dédain Miss Rosa, en référence à l'admiration que lui vouent les anglo-saxons qui ont fait sa fortune. Les milieux artistiques français lui préfèrent maintenant Constant Troyan. Alors c'est un peintre animalier certes très doué, mais qui n'atteindra jamais la notoriété de Rosa. Alors Rosa, vexée, prend la décision de ne plus jamais exposer au salon. Et l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, qui ne s'y trompe pas, l'accueille parmi ses membres.
Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Rosa Bonheur va donner la mesure de son patriotisme. Alors que la France est défaite, elle soutient matériellement les paysans de son hameau qui souffrent des privations provoquées par les Prussiens. Elle organise des milices locales afin de protéger les fermes environnantes. Elle refuse même de rencontrer un prince allemand qui se présente chez elle. Sa réputation, qui a franchi les rives du Rhin, lui vaut cependant de ne pas être harcelée par les Prussiens. Elle n'aura donc pas à souffrir de spoliation. Alors, suite à la défaite française, elle peint une toile nommée L'aigle blessé. Elle se trouve aujourd'hui au musée de Los Angeles, comme 80% des œuvres de Rosa Bonheur qui sont entre les mains des Américains. Alors, durant les 10 années qui vont suivre, c'est surtout des fauves qu'elle va peindre, notamment des lions. Peut-être une manière pour elle de ne pas montrer une France vaincue, mais une France toujours debout, virile et fière. Alors, il faut dire que l'expansion coloniale de la France à l'époque et l'exotisme africain influencent également les œuvres de Rosa. Mais 1870 marque aussi la mort de la mère de Nathalie Micasse. C'est donc à partir de ce moment que les deux femmes vont vivre seules au château de By. Elles ont respectivement 48 ans pour Rosa et 46 pour Nathalie. Au début des années 1880, Rosa, qui n'a cessé de peindre, est couverte d'honneur. Alphonse XII d'Espagne lui remet la médaille de commandeur de l'ordre d'Isabelle la catholique. Quant au roi des Belges, il lui décerne la croix de Léopold. Quelques années plus tard, elle obtient la croix du mérite de Saxe-Cobourg-Gotha. Rosa est alors l'artiste française la plus décorée de son temps. Alors, à partir de ces années 80, Rosa et Nathalie commencent à passer tous les hivers à Nice. À l'invitation d'Ernest Gambard, elle s'installe dans sa villa d'hiver. Leurs fêtes des mondanités jalonnent leurs hivers provençaux. Mais ce n'est pas là la principale raison de ces retraites hivernales. La santé de Nathalie décline et les médecins lui conseillent de se reposer dans le Midi. Rose décide donc d'y faire construire leur propre demeure, la villa Bornala. Mais en juin 1889, Nathalie Micasse, dont la santé n'avait cessé de décliner, meurt au château de By. C'est un coup terrible pour Rosa qui déclare « Aujourd'hui, j'ai perdu la noble et sainte femme qui était si dévouée à ma cause. Et plus rien ne semble pouvoir soulager son chagrin. » Alors c'est paradoxalement William Frederick Cody, le fameux Buffalo Bill, qui va la sortir de sa torpeur. En effet, lors de l'exposition universelle de 89, le célèbre chasseur de bidons est à Paris avec sa troupe. Il présente un spectacle très populaire, The Wild West Show. Rosa le rencontre
et leur passion commune pour les animaux les rapproche. Elle se remet alors enfin au travail. Elle peint un portrait de Buffalo Bill à cheval qui va faire le tour de l'Europe et des Amériques. Pour Rosa, c'est le début d'une série de toiles qui représentent l'Ouest américain, les grandes plaines et sa faune. En octobre 89, Rosa rencontre également une jeune portraitiste américaine de 33 ans. Il s'agit d'Anna Klumke, de passage à Paris. Anna rêve depuis toujours d'approcher son idole, Rosa Bonheur. Elle passe au château de By. Rosa est frappée par l'élégance et la voix d'Anna qui lui rappelle sa mère. Les deux femmes se lient d'amitié. Elles entament alors une correspondance qui va durer 9 ans avant qu'elles ne se retrouvent pour toujours, mais nous y reviendrons très bientôt. Alors qu'elle vieillit, Rosa ne cesse de recevoir des distinctions. En 1890, le roi du Portugal la promeut chevalier de l'ordre de Saint-Jacques de l'Épée. En avril 1894, Rosa est promue officier de la Légion d'honneur. Alors c'est tout à fait remarquable, car ce titre était réservé jusqu'alors à la seule gente masculine. Rosa dira toujours que c'est cette distinction qui lui a causé la plus grande joie. En 1898, Anna Klumke écrit à Rosa et lui demande de peindre son portrait. Alors Rosa, qui déteste poser, accepte pourtant avec enthousiasme. En juin, Anna arrive de nouveau au château de By. Rosa Bonheur, qui se sent seule, lui demande de s'installer à ses côtés définitivement. Et comme cela avait été le cas pour Nathalie, Rosa va faire d'Anna son héritière et légataire universelle. Anna entreprend alors d'aider l'artiste française à écrire ses mémoires. Mais 9 mois seulement après l'installation d'Anna Klumke à By, Rosa tombe gravement malade. Elle surveille les travaux d'un nouvel atelier, celui qu'elle fait construire pour Anna, et elle prend froid. Victime d'une congestion pulmonaire, elle décède dans son château le 25 mai 1899. Son dernier tableau, Les chevaux, reste inachevé. C'est un grand format de 3 mètres sur 6 qu'elle envisageait de présenter à Paris lors de l'exposition universelle de 1900. Rosa Bonheur, peintre animalière naturaliste, ne verra donc pas le XXe siècle. À l'âge de 77 ans, elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise, aux côtés de sa compagne, Nathalie Mikas. Et on peut lire sur sa tombe ces paroles qu'elle a choisies: « L'amitié est une affection divine ». Anna Klumke, qui décède bien plus tard, va les rejoindre au Père Lachaise en 1942. Mais c'est peut-être l'autrice et historienne Patricia Bouchenault-Deschamps qui, en une phrase, résume le mieux Rosa Bonheur.
Dans un roman d'inspiration historique, Rosa nous dit « J'ai l'énergie d'une lionne dans le corps d'un oiseau ». C'est un bien bel hommage pour une artiste française adulée au XIXe siècle et tombée dans l'oubli au XXe. On ne peut donc que se réjouir que la France redécouvre enfin Rosa Bonheur 100 ans après sa mort. Je vous remercie, merci beaucoup de votre attention. Est-ce que Sonia est parmi nous? Je suis là, merci. Elle est là. Merci. Encore une fois, une superbe présentation. Quelle vie. Merci. Oui, c'est gentil, tout à fait, une vie totalement impressionnante et une femme indépendante. Oui. Et puis réussir à percer en peignant des animaux, c'est assez atypique et c'est quelque chose qu'elle a su faire. Tout à fait. Et oui, c'était assez atypique, bien que à l'époque, enfin, je dirais au 18e, donc un siècle avant Rosa Bonheur, on peignait surtout les animaux du style le chien du roi ou de la reine. Mais enfin, c'était très posé sur un fauteuil ou sur les genoux de la reine, etc. Ou alors, c'était des scènes de chasse. Donc là, on voyait les hommes à cheval, les chiens qui couraient, et puis les cerfs. Donc, on faisait déjà de la peinture animalière, c'est vrai. Puis après, il y a eu le grand Géricault, donc au tournant du siècle, qui lui n'a pas vécu très longtemps. Je crois qu'il n'a même pas atteint l'âge de, peut-être 30 ans ou 32 ans. Donc, il n'a pas pu peindre longtemps, mais c'était un peintre qui était très, très connu pour ses peintures de chevaux. Et on a souvent comparé les chevaux de Rosa aux chevaux de Géricault parce qu'elle leur donnait vie, mouvement d'une manière tout à fait exceptionnelle. Mais comme je l'ai dit, c'était une peintre naturaliste, plus que réaliste. C'est-à-dire qu'elle dessinait les animaux dans la nature, dans leur élément. Elle vivait parmi eux, dans son grand domaine, dans son château. Elle passait parfois des semaines avec les paysans quand elle faisait des études de taureaux, par exemple. Elle restait dans les campagnes, comme je l'ai dit, les pieds dans la boue. Elle adorait caresser les animaux. Elle était toujours en contact avec eux. Et elle les avait étudiés, comme je l'ai dit également, de l'intérieur, parce qu'elle les avait fait de la dissection quand elle était jeune, quand elle visitait les abattoirs. Et elle connaissait très bien la musculature, l'ossature des animaux. Et ça, c'est fondamental en peinture, encore plus en sculpture, mais totalement fondamental. D'où sans doute la qualité exceptionnelle de ces tableaux. Tout à fait, oui. Ça me rappelle d'ailleurs le lapin, la nature morte de Soutine que vous pouvez voir au Barnes. Donc, on le voit de l'intérieur. C'est Oui. efficace. Je vois que Jeanne a une question à poser. Jeanne, je vous invite à unmute yourself. You're raising your hand. Oh, elle est partie. Ah, we can't hear. On ne peut pas vous entendre. Il faut remettre le micro. Je voudrais dire que le château et l'atelier de Rosa aujourd'hui sont en musée. Le musée est à Bitomery, qui est 76 kilomètres de Paris. On peut prendre le train de la gare de l'Est. Oui, et merci beaucoup de mentionner cela. Alors, je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas assez de temps,
Mais c'est vrai que, alors je n'y suis pas allé personnellement, mais j'ai regardé quelques vidéos, d'ailleurs, qu'on peut voir sur YouTube et que je vous conseille. Et je crois que la nouvelle propriétaire est une dame qui s'appelle Madame Brault, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une Française, qui a 3 filles. Donc vous voyez que ça reste une histoire de femme, hein, dans l'histoire de Rosa Bonheur. C'est vraiment une histoire de femme. Et elle a racheté le château qui, à l'origine, était revenu à Anna Klumke, donc cette portraitiste américaine qui avait hérité de toute la fortune du château et de toutes les œuvres de Rosa Bonheur. Alors, il y avait eu des petites batailles ou même des grandes batailles au niveau de l'héritage, parce que le demi-frère de Rosa et puis aussi des neveux et des nièces voulaient de l'argent. Ils ont essayé d'attaquer Anna Klumke. Elle a décidé, pour les calmer, de vendre certaines études, certains dessins, et elle leur a donné à l'époque la somme de 500 000 francs or, qui était une somme considérable qui correspondait à la vente de ces dessins. Mais le château est ensuite, en 1942, passé à des descendants d'Anna Klumke qui l'ont gardé jusqu'à très récemment. Je crois que Madame Brault, cette Française, l'a racheté il y a peut-être une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Et alors, le château est resté en l'état. C'est-à-dire qu'il est exactement comme Rosa Bonheur l'avait laissé. Et Anna Klumke n'a rien touché. Elle ne voulait pas commencer à nettoyer, à toucher l'atelier, etc. Et Madame Brault fait des recherches en ce moment parce que le château est très grand. Il y a de grands greniers qui sont encore remplis d'études, de croquis. Donc, on est loin d'avoir tout découvert sur Anna Bonheur. C'est un peu comme si le château s'était endormi pratiquement pendant un siècle et que tout à coup, un siècle plus tard, on le redécouvrait en l'état. Donc, merci beaucoup d'avoir mentionné cela parce que c'est vrai que c'est un musée et que ça doit être absolument extraordinaire et je l'ai mis maintenant sur ma liste des endroits à visiter quand j'irai en France, absolument. Et c'est formidable qu'il y ait toujours des choses à visiter, des choses nouvelles à voir aux alentours de Paris. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Daniel voudrait ajouter un commentaire ou poser une question? Oui, en décembre, j'ai vu une grande exposition de Rosa Bonheur au musée d'Orsay à Paris. C'était très compréhensif, toute sa carrière, peut-être une centaine de toiles. Mais malheureusement, on a vendu trop de tickets. Tous les salles étaient bondées. C'est difficile à voir les peintures. Oui, alors c'est vrai. Hélas, je n'y étais pas et je suis envieux. Et donc, on célébrait le bicentenaire de sa naissance, puisqu'elle est née en 1822, donc 2022, 200 ans après sa naissance. Et c'était l'occasion de cette grande exposition. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a énormément de conférences qui se font soit par des historiens eux-mêmes ou des artistes, des conservateurs de musées, etc. Et on commence vraiment à redécouvrir l'œuvre de Rosa Bonheur, parce qu'il faut aussi préciser
qu'elle connaissait parfaitement toutes les races et les variétés des animaux, parce que moi je dis elle peint des vaches, mais il y a des centaines d'espèces de vaches. Et aujourd'hui, certaines de ces races, de ces espèces, de ces variétés de vaches n'existent plus, par exemple. Donc, c'est formidable d'avoir en peinture des races de vaches qui se sont, hélas, éteintes. Et ce n'est pas seulement les vaches, hein, ça peut être certaines chèvres, certains moutons. Donc, il y a un aspect véritablement historique. Et puis, elle aimait énormément les animaux. Je crois qu'on vit heureusement dans une époque de nos jours qui est plus écologiste qu'elle ne le fut peut-être il y a 50 ans ou 75 ans. Et donc, il y a une sorte de redécouverte de la nature et surtout, elle respectait les animaux, c'est-à-dire qu'elle les traitait pas comme des hommes, mais comme des animaux. À l'état brut, c'est pour ça que je dis que c'est une peintre naturaliste dans leur milieu, mais avec une perfection absolument incroyable. Et c'est pour ça que l'impressionnisme, c'est un mouvement qui ne la touchait pas du tout. Elle représente, elle voulait vraiment, enfin, l'ultra-réalisme, si j'ai pu dire. Absolument, absolument. Merci Eric. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions. En tout cas, on sent que vous avez aimé Rosa Bonheur. Oui, alors je la connaissais, enfin un peu comme tout le monde, ses œuvres, on a lu quelques articles, mais je n'avais jamais fait véritablement, disons, de recherche en profondeur. C'est vrai que ces 3 dernières semaines, je ne veux pas dire que j'ai vécu avec Rosa Bonheur, mais enfin, j'ai beaucoup lu. J'ai écouté pas mal d'émissions de radio également à son propos, hein, qui sont en ligne sur Canal Académie, par exemple, ou sur France Culture. Enfin, il y a énormément de sources diverses. Et ça m'a permis d'agglomérer un petit peu toutes ces informations et puis voilà, d'en faire une présentation succincte parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rentrer trop dans les détails. En effet. Très bien, mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. On vous donne rendez-vous le 28 mars pour découvrir ou redécouvrir la femme qui était Berthe Morisot. Tout à fait. Donc là, donc elle est née dans les années 1840 et elle a fait partie du mouvement impressionniste. Donc là, ça va être très différent. Mais là encore, une femme de caractère qui d'ailleurs avait épousé un peintre qui était le frère du fameux Édouard Manet. Donc, elle a épousé son frère et elle a vécu énormément donc dans ce milieu impressionniste. Mais enfin, on aura l'occasion de le voir. Il y a eu différentes phases dans sa vie. Voilà. C'est un peu moins linéaire que Rosa Bonheur, qui elle est restée toujours dans l'ultra-réalisme et le naturalisme. Entendu. Merci encore et merci à tous pour votre participation. On se donne rendez-vous donc le mois prochain. Voilà, merci à toutes et merci à tous de votre attention. C'est très gentil de venir nous écouter ici. Merci. Merci Eric. Merci. Merci Eric. Merci Eric. C'était très bon. Merci. Eric. Je vous en prie, c'est très sympathique. C'est vous qui me donnez l'énergie de faire toutes ces recherches. Donc, grâce à vous, en fait, je suis en train de parfaire ma culture. Donc, c'est vraiment ces conférences, même si c'est moi qui parle, mais j'estime d'une certaine manière que c'est un échange parce que vous apprenez sans doute certaines choses, mais moi également, j'en apprends beaucoup. Donc, c'est très intéressant. Merci. Merci. À la prochaine fois. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.
Au À la revoir. prochaine. OK. Au Merci. revoir. À la prochaine.